Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie des recherches que on mène à Lyon avec un certain nombre de collègues depuis maintenant 6-7 ans sur en fait, la façon dont les petites molécules organiques interagissent avec les minéraux dans le cadre de la Terre primitive. Donc c'est un travail qui est relativement interdisciplinaire parce qu'il faut se poser la question effectivement des conditions de la Terre de surface de la Terre primitive. Donc ça, c'est des choses qu'on obtient donc, à partir de la littérature de géochimie pour l'essentiel. L'essentiel des minéraux aussi qui étaient présents dans le cadre de cette Terre primitive et qui sont susceptibles d'interagir avec les molécules, c'est beaucoup en fait de phyllosilicates d'argile. Donc pour ça, on travaille avec des spécialistes des argiles, donc les collègues en particulier qui sont au LIEC à Nancy. Et puis il faut se poser la question donc, d'où viennent ces petites molécules. Et là, moi, je ne vais pas parler du tout en fait, de leur synthèse. Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer en tout cas les briques élémentaires de la vie? Je vais partir en fait de l'hypothèse que ces briques élémentaires, elles existent. Je laisse la partie antérieure à cet épisode-là à nos collègues chimistes. Donc je fais l'hypothèse en fait qu'on a des petits monomères d'ADN ou d'ARN, donc ce qu'on appelle les nucléotides, qu'on a des acides aminés qui sont disponibles sur Terre. Donc je vais dire brièvement en fait quelques mots là-dessus, mais je ne vais pas du tout en fait parler de la synthèse chimique prébiotique. Je vais plutôt me placer du point de vue donc, de cette interface entre la Terre primitive et le reste. Donc ça, c'est évidemment tous ces travaux-là. Donc je vais revenir là parce que c'est qui a pas mal avancé avec le financement de l'ANR Prébiome, donc que je souhaite mentionner ici, les collègues de l'université de Lorraine. Et donc c'est effectivement donc les permanents, on est plutôt là. Et ça, c'est effectivement les 3 jeunes chercheurs, 2 doctorants et puis un postdoc qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et qui continuent d'ailleurs pour certains d'entre eux. Donc j'ai mis les transparents donc, en anglais pour si jamais il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas francophones, mais je vais faire la présentation en français. Donc au niveau, je vais juste parler un petit peu des acides aminés, mais là ça c'est un sujet que vous connaissez bien. Donc des acides aminés, en fait, il y en a un petit peu partout dans l'univers. Donc ça c'est simplement pour une illustration et puis Toulouse a été impliquée là-dedans. Donc c'est effectivement la détection en fait de glycine sur la comète Chury et aussi de phosphore. Donc on a là en fait le plus simple des acides aminés disponibles en abondance et on a aussi du phosphore qui est un élément clé qui est un petit peu problématique quand on veut essayer de faire de la synthèse de molécules prébiotiques. Mais donc dans l'univers en fait on a quand même pléthore de toutes ces molécules disponibles. On en voit aussi pas mal dans les météorites. Donc on peut facilement en fait avoir de la livraison de ces petites molécules sur la Terre depuis l'espace, ce n'est pas un problème. Quelque chose qui était suspecté mais pas mis en évidence et qui a été, à mon avis, vraiment important l'année dernière, c'est à partir des travaux donc, de Bénédicte Ménez et collaborateurs, et beaucoup de collaboratrices d'ailleurs. Donc c'est à partir en fait l'étude de très haute résolution de serpentine de Lost City, donc sur la ride médio-atlantique. Donc là, c'est à peu près 1 mètre. Quand on regarde donc, à l'échelle de 30 microns, on voit en fait des serpentines qui sont relativement brunes, donc qui indiquent en fait qu'elles sont riches en fer ferrique, donc oxydé, alors qu'au départ, quand elles sortent du manteau, elles sont plutôt riches en fer ferreux. Donc il y a eu un processus d'oxydation relativement important. Et quand on regarde en fait dans le détail sur cette zone qui est ici, quand on l'illumine en fait dans l'ultraviolet profond, on voit des zones qui fluorescent relativement fort, qui nous disent que l'on a en fait dans ces zones-là des molécules organiques qui sont riches en cycles aromatiques ou en hétérocycles. Et quand on regarde encore à plus haute résolution, sur ce point qui est ici, donc à l'échelle cette fois-ci inframicronique, donc 500 nanos, 200 nanos sur les 2 barres d'échelle, en fait on voit presque entre chacun des feuillets d'argile, alors c'est pas exactement des argiles ici, c'est de la serpentine et de la saponite, donc saponite ici, serpentine ici, et bien en fait on a de la matière organique condensée qui est relativement abondante, donc qui résulte probablement de ce processus redox entre le carbone d'un côté et l'oxydation, de la réduction du carbone d'un côté et l'oxydation du fer de l'autre. Et parmi en fait ces molécules organiques, eh bien, Bénédicte Ménez et ses collaboratrices donc, ont réussi à détecter du tryptophane. Donc on a aussi dans les fonds océaniques de la synthèse abiotique de ces acides aminés. Alors, on n'a pas trouvé encore les nucléotides, mais ça veut dire que sur la Terre, dans le contexte de la vie primitive, ces environnements-là peuvent être tout à fait des analogues, eh bien, on peut avoir à la fois la livraison
de ces monomères, donc soit les acides aminés, soit les nucléotides depuis l'espace, mais très probablement on a aussi des apports du fait des réactions hydrothermales en subsurface au niveau des rides océaniques. Donc ça, je dirais que c'est notre point de départ. Et ensuite, il faut arriver à quelque chose, donc notre point de départ est là, donc de l'intérieur et de l'extérieur. Il va falloir concentrer en fait ces monomères, et puis il va falloir les polymériser et les organiser pour obtenir, ici c'est une vue d'artiste un petit peu d'une cellule, donc d'une bactérie, hein, où ici, et on voit que c'est relativement similaire, c'est inspiré en fait de ces données-là. Ça, c'est des données en fait de diffusion des neutrons qui montrent un petit peu comment les éléments sont organisés et comment surtout ils sont compactés dans une cellule. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas bien l'habitude de percevoir de cette façon-là. En général, les dessins sont éclatés, on ne voit pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a en rose là, les petites protéines, on a en violet ici, ça c'est les sucres. Ce qu'on voit ici donc en jaune, ça va être les ions phosphate jaune-orangé. On voit même qu'on a, alors je ne sais pas si on le voit, ici on en tient un petit ion de fer. Donc c'est un milieu qui est relativement complexe et relativement compacté pour arriver à fabriquer ces cellules. Donc ça veut dire qu'il faut partir en fait dans le milieu naturel de la Terre primitive de petites molécules isolées et passer progressivement jusqu'à quelque chose que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc il y a une étape évidemment qui est clé, qui va être la concentration et au moins arriver à commencer à polymériser ces acides aminés et ces nucléotides dans l'environnement de la Terre primitive et sans nécessairement y ajouter des agents chimiques qui certes favorisent thermodynamiquement cette réaction mais qui sont quand même très très improbables dans l'environnement primitif. Alors on peut revenir à des choses qui sont relativement simples pour les pétrologues, qui est de dire en fait que la polymérisation des acides aminés, donc la formation de la liaison peptidique, c'est en fait une réaction de déshydratation. Ici c'est illustré par ce schéma-là, on parle des petites glycines et on fait une protéine. Je ne vais pas parler en fait de la façon dont on fait les M des protéines qui sont responsables en fait de leur activité catalytique enzymatique. Mais ça se relie tout à fait aussi aux conditions de la Terre primitive et aux minéraux primitifs sur la Terre. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça va être la même chose en fait quand on va essayer de polymériser les nucléotides, que ce soit les monomères en fait d'ADN ou d'ARN, c'est aussi une réaction de déshydratation. Donc comme tous les pétrologues le savent, quand on essaye de faire des réactions de déshydratation, ça va être quelque chose qui est très très défavorable dans un milieu qui est riche en eau. Donc ça va plutôt être favorisé dans des milieux où l'activité en eau est proche de zéro ou en tout cas suffisamment faible. On va trouver ça bien sûr dans le vide, donc c'est favorable dans l'espace quand même, il faut bien être très, très correct. Ça va être aussi favorable dans des conditions sèches, et on va discuter ça dans le contexte de la Terre primitive. Ça va fonctionner également dans des activités en eau très faibles si on est dans des concentrations qui sont ultra salines, et ça a une importance assez considérable sur l'organisation des minéraux, cette salinité, ou alors en fait se mettre dans des systèmes hydrothermaux. Alors, on va voir comment les choses se passent. J'introduirai un certain nombre de concepts au fur et à mesure. Ça peut se faire dans l'espace. Nous, on s'est plutôt placé en fait, du point de vue de la Terre primitive. Donc, en regardant un petit peu l'évolution et ce que l'on sait des environnements de la Terre primitive. Donc, on forme la Terre il y a 4,56 milliards d'années. On forme finalement assez rapidement la croûte continentale. Et à partir d'évidences géochimiques, mais aussi l'évidence de zircons très anciens, on peut faire l'hypothèse quand même que l'océan terrestre est apparu très très tôt dans l'histoire de la Terre, et en tout cas il était bien formé, il a eu le temps de se former très facilement, avant que la vie n'apparaisse probablement donc entre 4 et 3,8 milliards d'années. Donc en particulier une bonne partie de l'eau, bon, elle vient de l'accrétion, mais il y a aussi une bonne partie qui vient de ce qu'on appelle le late venia, l'apport tardif, le vernis tardif de la Terre. Quand on regarde maintenant au niveau de la Terre dans sa globalité et comment, donc on avait l'hypothèse, donc, c'est qu'on a une Terre qui est assez rapidement après sa formation relativement riche en eau, même si elle a probablement été déshydratée un certain nombre de fois suite aux grands impacts. Mais que cette Terre primitive, donc c'était un milieu qui était très largement humide. Sur les planchers océaniques, on avait des environnements qui étaient très profonds, et je vais dire pourquoi, et puis dominés par beaucoup de systèmes hydrothermaux. Et puis voilà, on fait l'hypothèse qu'on a suffisamment d'acides aminés et de nucléotides qui nous arrivent de l'espace.
Ça, c'est un petit peu l'hypsométrie de la Terre à l'heure actuelle, avec à peu près 30% de continents émergés, et puis l'essentiel en océan, des fosses qui sont relativement profondes, un plancher océanique aux alentours de 3000 mètres de profondeur. La situation était radicalement différente en fait à l'Archéen, et peut-être même encore avant, dans la mesure où la température du manteau était beaucoup plus importante. Donc on avait finalement la baignoire avait un fond qui était beaucoup moins profond, et il y avait presque autant d'eau, sinon plus qu'à l'heure actuelle, puisqu'elle était peut-être même pas recyclée dans le manteau terrestre. Donc on avait en fait à cette époque-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait vraiment très très peu de surface émergée à cette époque-là. Alors je sais que ça apparaît un peu, parfois c'est un peu contre-intuitif, mais ça veut dire, c'est très important parce que quand on essaye de travailler en fait sur ces problématiques d'assemblage des biomolécules, travailler en fait avec l'hypothèse qu'on va faire les choses dans un milieu sec, ça paraît pas très cohérent en fait avec ce que l'on sait des environnements primitifs qui étaient du coup riches en eau et pas forcément très secs. Bien au contraire. Donc nous, on est parti de cette hypothèse-là. Évidemment, donc en moyenne, vous voyez que ce qu'on appelle donc la surface de la Terre, donc c'était en milieu aqueux et sur des profondeurs moyennes qui sont même un petit peu plus profondes, puisqu'on a en fait tout le talus continental, si je puis dire, qui est immergé. On verra que pour des raisons, on n'est pas arrivé tout à fait jusqu'à cette étape-là des investigations. Donc, au niveau donc, des conditions environnementales, donc, je suis désolée, il n'est pas tip-top là, ce schéma-là, mais donc, on a un plancher océanique qui réagit bien avec l'eau dans un système hydrothermal. Et puis ça, j'ai pris, donc, il y a de l'accord dessus, mais j'ai juste illustré ça avec ce qui est proposé par notre collègue Meunier. Donc, quand on va se mettre dans ces environnements où on a de l'altération hydrothermale, beaucoup de la comatite, la température de fusion du manteau est plus élevée. On a plus de fusion partielle, donc on fait des comatites. On va former en fait des argiles gonflantes de type nontronite, de la montmorillonite, de la saponite et la stevensite, et puis des phyllosilicates non gonflants comme la chlorite, la serpentine et le talc. Il y avait eu des études préliminaires qui avaient été faites sur ces systèmes-là, où des collègues aux États-Unis avaient regardé les interactions, mais on s'est aperçu, voilà, comme je disais, il y avait beaucoup de chimie accessoire qui était ajoutée, très improbable dans le système primitif, et puis également une caractérisation de ces argiles qui faisait que les choses étaient relativement peu reproductibles, et puis des résultats en tout cas que personne n'a jamais réussi à produire. Donc en fait on a dû faire marche arrière dans ce projet et reprendre les choses un petit peu au départ, et travailler donc de façon un petit peu systématique sur les minéraux en fait, qui sont typiques de ces interactions hydrothermales entre l'océan primitif et le plancher océanique primitif. Donc une série d'argiles gonflantes, et en particulier des argiles qui vont être riches en fer, puisque le milieu initial était riche en fer et en magnésium, donc la nontronite en particulier. La montmorillonite, en fait, parce que toutes les études qui sont dans la littérature reposent en fait sur cette montmorillonite du Wyoming, donc c'était très important en termes de benchmark qu'on l'étudie. Et puis un certain nombre de minéraux qui sont probables dans le contexte d'origine de la vie. On aurait bien aimé avoir la saponite, mais ce n'est pas disponible en fait de façon standard, la saponite. Donc on n'a pas pu faire ce travail-là. Mais chlorite, lysardite, chrysotile, et puis tous ces minéraux donc, sont riches en fer et en magnésium. Et donc pour faire un autre test, pour un titre de comparaison, on a regardé un petit peu avec la pyrophilite, qui ne contient que de l'aluminium. Donc voilà, notre objectif maintenant va se recentrer, c'est d'essayer en fait de regarder comment les monomères d'ADN ou d'ARN, donc les nucléotides, vont pouvoir interagir entre ces surfaces minérales. Ça, c'est un résultat de simulations numériques sur lesquelles les collègues dans différents endroits en France avancent assez rapidement, mais s'inspirent aussi, c'est important d'informer ces résultats numériques des expériences. Donc on a travaillé vraiment en étroite collaboration avec nos collègues du LIEC en fait, pour la caractérisation en fait, des surfaces des phyllosilicates. Donc on a testé donc, leur pureté par diffraction Raman infrarouge, bien caractériser en fait, la taille et la morphologie des particules, caractériser en fait, leur charge de surface par zétaphorimétrie, leur capacité d'échange cationique, vraiment aussi caractériser bien leur surface spécifique par absorption de gaz, à la fois donc, de façon standard et à très basse pression, pour vraiment avoir une bonne définition en fait, des propriétés physico-chimiques de ces feuillets d'argile. Après, je vais peut-être vous décevoir, mais les mesures qu'on a faites, elles sont assez basiques.
On a simplement fait des bilans de masse. Donc dans un petit tube, on pèse une masse de minéral donnée, on y rajoute une solution de nucléotides avec une concentration initiale connue, on laisse réagir l'ensemble pendant à peu près une journée, on a fait des tests sur les temps d'équilibre, etc. On centrifuge, on mesure en fait la concentration dans le surnageant, donc la concentration initiale en vert, la concentration dans le surnageant qu'on appelle la concentration à l'équilibre, et par bilan de masse, eh bien, on a effectivement ce qui est adsorbé sur les argiles. Donc le défi était, ça c'est un protocole qui paraît pas très, c'est pas très élaboré, on verra que c'est quand même confirmé par un certain nombre d'autres observations plus sophistiquées. Mais après, ce qui a été compliqué, vous voyez, donc on a 7 minéraux à tester et puis 7 nucléotides. Donc on a essayé en fait de représenter l'ensemble des résultats avec un code de couleur pour chacun des minéraux. Donc on a ici l'anotronite en couleur chaude, la montmorillonite du Wyoming, pyrophilite, chlorite, lizardite, chrysotile. Tout ce qui va concerner en fait l'absorption des monomères, donc des nucléotides d'ADN, donc ça va être des symboles pleins. Pour l'ARN, ça va être des symboles vides. Et puis la forme du symbole va nous donner le nucléotide concerné. Alors, un petit test pour vous. Alors, à quoi ai-je affaire? Ça, c'est pour vous réveiller. Bon, donc c'est effectivement, donc ça va être l'absorption en fait de la cytidine monophosphate sur la lizardite. Alors, pour ceux qui ont mis un petit peu de temps à se réveiller, celui-ci, il est simple, celui-ci. Non, il est en bleu, donc c'est sur la montmorillonite, donc c'est la thymidine, 5-phosphate, sur la montmorillonite. Je vais aussi parler donc un tout petit peu brièvement de la structure donc des nucléotides. Donc ils sont formés en fait de trois parties. Donc on a un sucre, selon qu'on a un hydroxyle sur ce carbone 3, on va avoir donc de l'ARN. Si c'est désoxy, ça va être de l'ADN. Et puis ici, on a donc la nucléobase. Donc ça correspond à chacune des nucléobases. Elles ont 2 cycles, c'est variable. On ne va pas épiloguer là-dessus. Et puis un groupement phosphate qui intervient en fait dans la formation de la liaison phosphodiester et qui permet d'empiler, de joindre les molécules les unes aux autres. Donc je vais vous faire peur. Voilà donc les résultats qu'on a obtenus donc, en faisant réagir donc, ces 7 monomères d'ADN et d'ARN. Sur les 7 minéraux. Et là, donc on a les concentrations à l'équilibre en abscisse, et puis on a la quantité adsorbée, donc en micromoles de nucléotides par gramme de minéral. Et donc là, c'était effectivement un peu panique à bord, parce qu'on se dit, mais en fait, il n'y a pas de logique, on ne va jamais pouvoir s'en sortir. Et c'est là qu'en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qui a été publié dans la littérature? Parce que rien ne correspond et on ne peut pas comparer les choses entre elles. Alors c'est là en fait que c'est très important d'avoir une excellente caractérisation des surfaces des minéraux, puisque si là en fait je travaille en micromoles adsorbés par gramme de minéral, je peux aussi, grâce à la caractérisation des surfaces des minéraux, travailler cette fois-ci non plus en grammes par gramme de minéral, mais par mètre carré de surface réactive sur les minéraux. Donc c'est pour ça que c'est vraiment critique d'avoir cette très bonne caractérisation. Donc quand on fait du coup ce processus de normalisation aux surfaces réactives dans chacun des chargements, on peut essayer de normaliser par rapport à la surface totale, par rapport à la surface basale. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais les argiles, ça a des formes en petites plaquettes. Donc on a les surfaces basales et puis les surfaces latérales. On peut faire la surface totale, on peut faire la surface latérale, la surface basale. Et en fait, ce qui marche très bien, quand on essaye de regarder qu'est-ce qui va contrôler l'absorption, on voit en fait assez rapidement qu'à l'exception du chrysotile, mais parce qu'il a une forme un petit peu particulière, on n'évalue pas très bien les surfaces. Pour tout le reste, on obtient en fait une superposition ce qu'on appelle donc des isothermes d'absorption qui sont relativement satisfaisantes et qui nous indiquent en fait qu'on a un mécanisme d'absorption qui est similaire pour tous les nucléotides sur toutes les surfaces minérales. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va nous simplifier le travail. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Ensuite, on voit donc que cette normalisation, donc, elle marche bien en fait sur les surfaces latérales des argiles. Alors du coup, finalement, argile gonflante, non gonflante, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt,
puisqu'en fait l'absorption elle va se faire sur les bordures latérales des feuillets des argiles. Donc on peut aussi, grâce à la caractérisation qu'on a des minéraux, essayer de quantifier dans quel type de circonstances on aurait 100% de couverture des feuillets latérales. Donc c'est comme s'ils avaient une petite couronne d'ADN ou d'ARN autour. Et donc vous voyez que dans la plupart des cas, on arrive effectivement soit près... Alors il y a beaucoup d'incertitudes sur la taille de chacun des monomères, mais on arrive régulièrement en fait à quasiment 100% de la couverture. Donc cette normalisation aux surfaces latérales démontre en fait que tous les nucléotides en fait, se comportent de façon homologue. Donc ils vont s'absorber de la même façon sur toutes les surfaces minérales, sur les faces latérales des argiles ou des phyllosilicates. Et le groupement en fait, qui est en commun dans toutes ces molécules, eh bien, c'est le groupement phosphate. Donc, ça veut dire en fait, ces argiles, ces nucléotides, malgré la diversité des minéraux, dans une eau de mer un peu moyenne, ils vont s'absorber, ils vont se coller en fait sur les surfaces latérales des minéraux via leur groupement phosphate. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un mécanisme d'absorption par échange de ligands. Et donc on va voir une couverture complète quasiment des faces des minéraux. Donc ça nous amène à essayer de réfléchir à la question qu'on s'était posée, mais du coup, quel type de concentration par rapport au milieu initial on peut atteindre? Parce qu'on partait d'une solution qui était à peu près de 1 millimolaire pour les concentrations, donc à l'équilibre maximal, quand on arrive à la saturation. Et quand on fait le calcul de la concentration, cette fois-ci, sur les surfaces latérales des minéraux, eh bien, on arrive à une concentration localisée de l'ordre de plus ou moins des bricoles molaires à saturation, à l'interface minérale-eau. Donc ça veut dire qu'on a en fait, par ce mécanisme très simple, augmenté d'un facteur 1000 la concentration des briques élémentaires du vivant sur les surfaces des minéraux. La littérature nous dit que ce n'est pas tout à fait suffisant pour avoir de la polymérisation spontanée. Il faudrait plutôt être de l'ordre de 10 puissance 5 à 10 puissance 6. Et pour le moment, on n'y est pas encore arrivé. Mais bon, c'est l'état, je vous donne les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Donc ça représente le mécanisme. Hein. Donc on a le nucléotide avec sa nucléobase, son ribose ici, et puis son phosphate, qui vient s'absorber par échange de ligands sur les liaisons pendantes sur les surfaces des argiles, soit sur l'aluminium, le fer, le magnésium, le silicium, ce qui est disponible. Alors, on a quand même mené des investigations un tout petit peu plus poussées pour essayer de voir si on était bien sur les faces latérales des argiles. On a pu faire ça en 2017 au synchrotron Diamond en Angleterre. Donc, ici, on est sur des cartographies aux rayons X, au seuil du fer, de 5 par 5 microns. On voit ici en fait une petite particule d'argile, donc avant le seuil du fer, après le seuil du fer, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Mais du coup, à partir de ces images-là, en fait, on peut sélectionner soit, donc elle a bien la taille qu'on attend pour une particule d'argile de ce type-là, hein, quelque chose qui est un peu plat et un petit peu étendu, hein, c'est pas très grand, mais on y arrive. Et donc on peut en fait regarder maintenant au seuil de l'azote, essayer de voir où sont localisés les nucléotides. On a essayé de faire le phosphore, mais ça n'a pas marché. Le seul qui a marché, c'est le seuil de l'azote. Donc c'est comme ça on détecte en fait le nucléotide. Donc on va regarder donc, ce qui se passe au seuil de l'azote. On va regarder donc le centre de la particule, et on peut également sélectionner des pixels qui vont nous permettre en fait de regarder juste le bord de la particule. Et donc de faire un spectre d'absorption de rayons X près du seuil donc, de l'azote. Donc il nous permet en fait de voir si on a bien les nucléotides qui sont là où on les attend. Et donc effectivement, sur le centre de la particule, on a un signal qui est relativement plat, enfin il n'y a pas de signal, c'est intrinsèque à l'absorption des rayons X. Là, visiblement, sur la particule, donc ça veut dire sur la face basale de la particule, sur la grande face plane, il n'y a rien du tout. En revanche, quand on sélectionne la bordure de la particule, eh bien, on a un signal pas très bon hein, qui apparaît, mais enfin il y a un signal quand même, qui correspond, quand on le compare, à des choses qui sont raisonnablement similaires à ce qu'on attend pour des nucléotides mesurés dans des conditions idéales, en film fin, etc. Et donc on a bien un pic d'absorption des rayons X au seuil de l'azote,
quelque chose qui va ressembler bon an mal an à ce qu'on a pour de la GMP, ce qui était effectivement ce qu'on avait dans notre système. Donc voilà, donc ça veut dire que on peut faire il y a aussi un message méthodologique, c'est que bon, là, ces trucs haute résolution, ces méthodes haute résolution nous ont donné des résultats et des données qui sont tout à fait perfectibles. C'était l'état de l'art en 2017. Les choses sont un peu mieux au synchrotron foncé à Soleil maintenant. Mais ça veut dire aussi que même avec du travail de paillasse, dans de bonnes conditions, avec des minéraux qui sont bien caractérisés, on arrive à des résultats qui sont similaires. Il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher des méthodes de caractérisation ultra sophistiquées pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà un petit peu le schéma. Dans une eau de mer normale, le mécanisme en fait, d'adsorption, et donc ça c'est plutôt positif. Donc il n'y a rien entre les feuillets, hein, c'est aussi un message important, on a pu le vérifier. Il n'y a rien qui se met dans les feuillets. Puis je vais revenir là-dessus, il y a des raisons à ça. Donc comme on essaye de se placer dans le contexte de la Terre primitive, il faut se poser la question, la température pouvait être un petit peu différente hein, sur la Terre primitive. Les pressions, on en a parlé dans l'océan, le plancher océanique était un petit peu plus profond. En tout cas, il pouvait y avoir aussi de l'hydrothermalisme. Le pH aussi peut varier assez fortement selon le type d'hydrothermalisme auquel on a affaire. La salinité de l'océan primitif était radicalement différente quand même de la salinité actuelle. Au départ, on a commencé avec une salinité ordinaire, histoire de ne pas confondre tout, puis pouvoir comparer aussi avec les études précédentes. Et non seulement la salinité était potentiellement très différente, mais aussi la composition chimique de l'eau de mer. Et tout ça, on va voir. Donc on a, la température, on s'aperçoit que sur l'adsorption, ça a un effet relativement modéré. On a construit ce qu'il fallait pour mesurer la pression, mais on n'y est pas tout à fait. Le pH a une influence très très forte, et c'est assez basique de comprendre pourquoi. La salinité a un effet très fort, ainsi que la composition de l'eau de mer. Donc je vais parcourir un petit peu ces paramètres, vous dire un petit peu de quoi il en retourne. Donc si on regarde donc, sur l'effet de la température, de l'eau, nous on a fait nos expériences à 25 degrés la plupart du temps, sauf quand je dis que ça a été fait dans d'autres conditions. Ici, c'est l'effet de la température sur l'adsorption sur un certain nombre de minéraux. Sachant que, qu'est-ce qu'on sait de la température de l'océan AD1, c'est pas très très bien contraint. On a des valeurs qui vont de quelque chose qui est un petit peu froid, si on fait l'hypothèse que le système était dominé par un soleil très très faible, jusqu'à des températures qui peuvent être proposées jusqu'à 50-60 degrés Celsius. Donc quand on fait les mesures, on a une toute petite augmentation de l'adsorption vers des températures de l'ordre de 40 degrés, sans que ça influe sur la dissolution de ces argiles ou de ces phyllosilicates. Mais enfin, il n'y a rien de spectaculaire, et en tout cas, il n'y a rien qui va changer la donne par rapport à la concentration qu'on peut atteindre sur ces surfaces de feuillets, plus ou moins 10%, c'est pas spectaculaire. Les mesures en pression, donc c'est quelque chose qui en progresse. Donc on a construit un appareil spécifiquement pour faire ça, parce qu'il faut faire beaucoup de points de mesure, vous avez vu précédemment, donc pour chaque isotherme, pour chaque nucléotide, pour chaque minéral. Donc il fallait vraiment un équipement dédié à ça. Et il semblerait effectivement qu'on a une pression optimale pour ce processus d'adsorption. Des choses dans la littérature qui ont l'air de corroborer, mais je dirais que c'est du travail qui est en cours. Et je ne vais pas m'appesantir là-dessus. En revanche, on a des effets qui sont beaucoup plus spectaculaires quand on commence à travailler un petit peu sur la chimie de l'eau de mer et de l'océan primitif. Donc ici, voilà l'effet de l'adsorption, en fait, de différents nucléotides sur cette argile gonflante riche en fer qui est la nontronite. Et on voit, et après, donc, le DGMP sur une série d'argiles. On voit en fait que les choses sont relativement faibles, mais c'est loin d'être négligeable. En revanche, l'adsorption va très très fortement augmenter quand on diminue le pH. Et ça marche bien en fait pour le système guanosine et cytidine, guanine et cytidine. Et c'est essentiellement lié au pKa des nucléobases de ces deux acides aminés qui se protonnent à bas pH et qui vont pouvoir interagir cette fois-ci avec les surfaces basales des argiles gonflantes en particulier. Ici, vous voyez qu'on n'a aucun effet sur les phyllosilicates standards et puis les argiles non gonflantes, on n'a que d'un effet sur les argiles gonflantes. Donc ça nous permet en fait directement d'interpréter une évolution du mécanisme d'adsorption
dans des systèmes aqueux qui sont à très bas pH. Quand on maintient en fait le système d'échange de ligands qu'on avait à pH naturel 6,5, 7, celui-là il ne change pas. Mais sur les argiles gonflantes, en fait, on peut rajouter de l'adsorption sur la surface basale des argiles via la nucléobase C et G qui va se protoner, qui peut interagir du coup assez facilement avec la surface négative de ces argiles gonflantes. Donc là, on augmente encore la capacité d'adsorption, et là, certainement de deux ordres de grandeur. Donc c'est plutôt positif. Donc, mais ça ne va pas marcher pour tous les nucléotides, donc ça, ce n'est pas très satisfaisant. Quand on s'intéresse à la salinité, les choses deviennent un petit peu plus difficiles, dans la mesure où on va avoir en fait un rôle très très fort de la teneur en sel et de la nature, je dirais, des cations et des anions majeurs dans la salinité de l'eau de mer, sur l'organisation même en fait des feuillets d'argile. Quand on est dans l'eau pure, ces feuillets sont disjoints les uns des autres. En revanche, on avait vu qu'il y avait des problèmes parce que c'était visible optiquement, mais avec Laurent Michaud, donc on a pu faire en fait de la diffusion des rayons X aux petits angles pour essayer justement de bien caractériser la géométrie et la façon dont la salinité va changer l'organisation des feuillets, puisque ça va complètement déterminer en fait la surface de minéraux qui est disponible pour les nucléotides. Donc, je ne vais pas vous emmener dans le détail en fait, de tous ces diagrammes-là. Donc, on a regardé en fait, le chlorure de sodium. Donc, on a changé donc, on a regardé des monovalents, bien sûr. Il y a eu le lithium aussi. On a regardé un trivalent, le lantane. Alors, le lantane, c'est très intéressant. Ça absorbe vraiment de façon incroyable. Et en fait, c'est très connu parce que c'est utilisé pour dépolluer les piscines. Donc, ça induit vraiment une absorption massive de matière organique. Donc on a changé le cation, donc monovalent, divalent. On a changé également l'anion de façon à vraiment comprendre comment cette salinité change l'organisation géométrique de ces feuillets. Donc ici, en fait, ce qu'on représente, c'est l'intensité en fait, de rayons X diffusés en fonction donc, d'un paramètre Q qu'on pourra considérer comme l'angle. Ce qu'on voit, je vais aller brièvement, mais quand on commence avec des salinités relativement faibles, donc je vous rappelle, la salinité de l'eau de mer, c'est 0,55 mol, donc là on est à 100 fois, on est à 10 fois moins. Dans ce cas-là, donc on commence avec des feuillets qui sont relativement disjoints, voire même on a tendance, on augmente plutôt la distance interfoliaire, c'est ce qu'on voit avec l'émergence de ce pic à angle moyen. Puis au fur et à mesure en fait que la salinité augmente, même pour le chlorure de sodium, on voit apparaître en fait ce pic qui nous indique qu'on a une agrégation des argiles avec un pic dont la largeur en fait à mi-hauteur est inversement proportionnelle à la taille de l'empilement. Donc plus le pic est grand, comme ici, ça veut dire peut-être on a quelques feuillets qui se voient avec une distance caractéristique de 13 angstroms. Ici, en fait, on va avoir une largeur à mi-hauteur sur ces pics-là qui est relativement resserrée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de feuillets qui s'empilent les uns avec les autres et qui ont une distance de corrélation qui est relativement courte. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les monovalents comme le sodium, quand on commence à atteindre 2 fois la salinité de l'eau de mer, on a vraiment une structuration qui est forte. Et en revanche, quand on va travailler avec des divalents, alors là, ça arrive même avec des concentrations qui sont très faibles, donc 10 fois moins que la salinité de l'eau de mer. Donc ça veut dire que tout ce qui existe aussi dans la littérature et qui est fait pour l'eau pure, en fait, ce n'est pas du tout approprié et ça ne va pas du tout nous renseigner sur ce qui peut se passer dans l'océan primitif parce que les argiles ne seront pas organisées de la même façon. Le type de surface et les surfaces disponibles, donc qualitativement et quantitativement, seront très différentes. Dans l'océan primitif, ce que l'on sait maintenant en termes de conditions environnementales pour mettre ces résultats-là en perspective, la salinité de l'eau de l'océan archéen ou adéen, ça varie entre des choses qui sont assez comparables avec la salinité actuelle, donc plutôt un petit peu au-dessus, donc de 1,2 à 2 pour la plupart, 2 fois la salinité moderne pour la plupart des études, mais on peut aussi trouver des études qui proposent jusqu'à 15 fois plus, une salinité 15 fois plus importante.
Un autre point qui est, c'est salé quand même, c'est le message principal, et ça peut même être très très salé. Le deuxième message, c'est qu'on n'est pas du tout en fait dans la situation continent-océan actuelle. Je dis, au début, on avait peu ou pas de continents et beaucoup de surfaces couvertes par les océans. Donc ça veut dire très peu d'altérations continentales, très peu donc de sodium ou de monovalent dans les océans. Les océans étaient dominés en fait dans leur salinité par les produits en fait de l'altération hydrothermale. Donc ça veut dire en fait beaucoup de magnésium et beaucoup de calcium en particulier, puisqu'il n'est pas recyclé simplement. Donc, et ça a même été proposé, donc l'océan Adéen ou archéen aurait pu être comme l'océan moderne est dominé par le chlorure de sodium, l'océan Adéen, lui, il aurait pu être dominé par le chlorure de calcium. Donc ça veut dire que là, c'est une chimie océanique qui est vraiment très agrégeante pour les particules d'argile. Donc on a refait des mesures d'absorption du coup en prenant en compte cette nouvelle géométrie, puisque on peut à partir, comme on a une bonne caractérisation, on peut par exemple dire effectivement quel est le nombre en fait de plaquettes qu'on a agrégées dans chacune des conditions. Donc on peut recalculer en fait la surface disponible, basale, latérale, disponible pour nos nucléotides. Et je ne vais pas vous remontrer en fait toutes ces choses-là. Je vais plutôt en fait essayer de vous montrer les résultats. Donc on va commencer par la chose qui est relativement simple, donc l'effet de la salinité sur l'absorption. Donc je vous dis, on a joué un petit peu avec la chimie des anions divalents. Donc ces anions divalents, eux, ils vont plutôt avoir tendance à inhiber, en tout cas, donc c'est moins le cas des monovalents, le chlore va être plus sympathique pour nous. Ils vont en fait venir s'absorber sur les surfaces latérales des argiles et puis ils vont bloquer en fait l'absorption. Donc il ne faut quand même pas trop de sulfate ou de phosphate dans les océans. Il ne faut pas trop de choses trop négativement chargées. Donc, et là, du coup, c'est la même chose pour les argiles qui sont représentées ici, c'est les non gonflantes ou phyllosilicates standards et puis les argiles gonflantes dans ce cas-là. Maintenant, quand on va rajouter donc, des cations divalents sur ces argiles non gonflantes, ça va plutôt avoir un effet en fait, inhibiteur sur l'absorption. Donc là, c'est relativement mal barré, entre guillemets, si je puis me permettre, pour faciliter la concentration des minéraux. En revanche, ce qui est plutôt positif, donc uniquement dans le cas des argiles gonflantes, donc c'est vraiment ce quart-là qui est à droite, donc sur les cations divalents, donc typiquement le calcium, le magnésium, vont en fait venir s'absorber, donc ils vont un petit peu inhiber les surfaces latérales, mais surtout en fait ils vont se mettre massivement sur les surfaces basales qui sont chargées négativement, donc il y en a un petit peu moins de disponibles, mais vraiment ils vont venir s'absorber là-dessus, et en fait ils vont attirer les charges négatives qui sont disponibles sur les nucléotides et au niveau du phosphate en l'occurrence. Donc on augmente là vraiment énormément l'absorption par ce mécanisme-là, donc par ce qu'on appelle donc le pontage cationique. Donc ça c'est pour la chimie un petit peu, donc des salinités peut-être élevées dans l'océan primitif, un océan qui est certainement pas dominé par le chlorure de sodium, mais qui va plutôt être dominé par, en tout cas pour les divalents, du calcium ou du sodium. Et donc là, ça veut dire que s'il y a des minéraux qui ont joué un rôle pour faciliter la concentration et ultérieurement la polymérisation des nucléotides, ce n'est pas les argiles non gonflantes, là, elles ne peuvent plus rien faire dans ce genre de situation. Ça va être la famille des nontronites, des saponites, etc. Je rappelle, les saponites, c'est les mêmes en fait, dans lesquels on a trouvé les acides aminés abiotiques dans les serpentines, enfin, massivement dans les serpentines. Après, on a regardé un petit peu, parce que non seulement la salinité globale, la composition chimique majeure pouvait être différente, mais il faut aussi bien se rappeler que comme on était avant la vie, en fait, il n'y avait pas d'oxygène. Donc le milieu, il était anoxique. Donc dans ces conditions-là, il y a des pH relativement modérés, mais même des pH acides. Dans cet océan primitif, on peut avoir par exemple du fer ferreux qui est très très abondant. Dans ce milieu-là, thermodynamiquement, c'est la spécialité de Jiwa Rao, là, qui est postdoc, il fait des calculs en fait, d'altération précoce en milieu anoxique. On a la solubilité du fer ferreux qui est totalement contrôlée par un minéral qui s'appelle la grinalite.
Et donc, on peut atteindre finalement dans l'océan primitif, et puis on le voit ensuite dans les fers urbanés, puis ça précipite massivement, on peut avoir en fait des concentrations de fer ferreux qui peuvent être relativement abondantes, typiquement comme le calcium ou le potassium dans l'océan actuel. Et donc, on a regardé, alors en n'étant pas équipé encore d'une enceinte anaérobie, on s'est reporté en fait sur l'étude d'analogues du fer ferreux, donc à savoir le zinc et le nickel. Et donc, ce que l'on voit, donc on a quand même répété les choses pour le sel, on a regardé donc un monovalent, le lithium qui est aussi en trace, magnésium, calcium pour avoir des références, mais ce qu'on voit bien, donc on a ces adsorptions en fonction de la chimie de l'océan, on a quand même et puis pour différents pH, donc les très bas pH dont on a vu que ça facilitait bien l'adsorption, les pH intermédiaires et des pH relativement élevés qui pourraient être en fait typiques des environnements en cours de serpentinisation, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Et dans ce genre de situation, vous voyez qu'on a ces pics en vert là qui montent très fort. Alors là, c'est représenté dans une autre unité parce que c'est plus compliqué à réévaluer, mais on voit qu'on absorbe vraiment en présence de zinc surtout et un petit peu de nickel. On absorbe vraiment massivement les nucléotides dans ce genre de situation. Alors, vous voyez qu'il y a deux couleurs de vert, il y en a une qui est marquée apparent et l'autre qui est marquée calibré. C'est parce qu'en fait, dans ces conditions-là, tout bêtement, on va avoir précipitation des hydroxydes de zinc et des hydroxydes de nickel qui vont absorber vraiment de façon très importante le fer. Donc on a pu mesurer la quantité qui était fixée sur ces hydroxydes minéraux précipités et par différence, donc toujours par bilan de masse, ce qui reste en fait sur la nontronite ici dans ce cas-là. Donc c'est un petit peu moins élevé, mais c'est quand même relativement important. Donc ça nous amène en fait à ce schéma qui est un petit peu un résumé sur l'influence en fait de la chimie de l'eau de mer, sur l'absorption donc de l'ADN et de l'ARN. Il n'y a pas de grosse différence entre ADN et ARN. Nos mesures montrent que l'ADN a plutôt tendance, s'absorbe un petit peu plus facilement que l'ARN, ce qui fâche beaucoup en fait les tenants de l'origine de la vie via un monde à ARN. Donc on va pas j'ai pas plus d'arguments que ça. On observe simplement que l'ADN s'absorbe mieux. Voilà, c'est un fait. On peut en discuter, mais c'est une donnée qui est relativement incontournable. Et donc, en fonction du pH, sur les argiles gonflantes, pH et chimie, les argiles gonflantes, les argiles non gonflantes. Donc, en fait, le message principal, on voit qu'on a, dans la plupart des cas, pas mal d'absorption sur les surfaces latérales. Quand on modifie la chimie en prenant vraiment en compte des cations divalents, on augmente fortement l'absorption, cette fois-ci en incluant, en faisant entrer en jeu les surfaces basales des argiles. Et quand on ajoute en fait des éléments en trace qui sont susceptibles d'être présents dans l'océan primitif, à ce moment-là, on augmente encore assez largement, et à pH élevé seulement, cette augmentation. Donc parfois via les groupements phosphates, et dans un cas seulement donc à pH très acide, via la nucléobase. Mais l'essentiel en fait de l'absorption, hormis dans ce cas-là, se fait par le groupement phosphate. Alors ça, ce n'était pas une très bonne nouvelle. Vous vous doutez pourquoi ? Quand on examine un petit peu le processus en fait, de polymérisation de la formation de la liaison phosphodiester, cette liaison, en fait, elle va impliquer un groupement du sucre avec le phosphate. Mais si mon phosphate il est immobilisé, comment les choses vont pouvoir se passer ? Donc ça, c'est effectivement la façon, je dirais, négative de voir les choses. Et donc, c'est cette réaction-là qui libère une molécule d'eau. Mais en fait, on peut aussi réfléchir d'une autre façon en disant le fait d'avoir le groupement phosphate et le nucléotide ancrés de façon assez forte finalement sur la surface latérale des minéraux va permettre justement au cours du temps de maintenir cette concentration relativement élevée des nucléotides sur les surfaces latérales des minéraux et quelque part permettre à ces nucléotides de servir de nucléus pour l'élongation en fait des chaînes d'ADN ou d'ARN. On n'est pas dans des chaînes qui sont très longues et en termes de méthode expérimentale, c'est pas très facile encore à détecter. On a parlé avec les chimistes, etc. Pour le moment, on n'a pas atteint ce point-là
de savoir à peu près, donc nous on voit bien cette liaison-là, mais on n'est pas capable de dire encore si on a de l'élongation ou pas. Ce n'est pas quelque chose de très simple à faire, on va essayer de le faire dans le futur. Une deuxième implication concerne en fait la détection des biosignatures sur une surface comme celle de Mars, par exemple. C'est des choses qui intéressent beaucoup de monde, y compris à Toulouse. Donc, faisant aussi beaucoup de spectroscopie Raman, on est avec les résultats de ces expériences sont finalement des modèles relativement fidèles de ce que l'on peut avoir si on a des petites molécules organiques qui s'absorbent sur des argiles, on va dire au sens large, riches en fer, comme on pourrait effectivement en avoir à la surface de Mars, et qu'on va essayer de détecter donc, dans la mission Mars 2020 en utilisant donc, du Raman visible plus d'autres choses donc sur Supercam, et puis du Raman ultraviolet avec l'instrument Sherlock. Donc Supercam, tout le monde sait que c'est français bien sûr, c'est même toulousain. Et puis Sherlock qui est par nos amis américains. On trouve un certain nombre d'études qui sont super encourageantes, mais qui, à mon sens, ont un petit peu des problèmes dans la mesure où on arrive à faire des détections en Raman, mais que ce soit visible ou UV, mais sur des systèmes qui sont extrêmement denses et très riches, quasiment sur des nucléotides purs. Il me paraît très très peu probable que ce soit la situation sur Mars. On va plutôt avoir des résidus de molécules organiques qui vont être absorbés à la surface de minéraux. Et donc, ici, c'est des spectres, par exemple, que l'on peut faire. Donc ça, c'est les spectres qui pourraient être acquis par Supercam, typiquement, donc dans le visible. Et ça, c'est des spectres qui pourraient être acquis par l'instrument Sherlock. Vous avez deux colonnes, donc dans l'ultraviolet. Vous avez deux colonnes. Une colonne, en fait, où on a de la DGMP, de la désoxyguanine monophosphate pure, où on voit que quand on est dans le visible, avec un apport énergétique, c'est-à-dire on utilise plus ou moins d'intensité laser, on arrive à caractériser bien la DGMP pure. Quand on commence à augmenter en fait, l'exposition et qu'on délivre donc plus d'énergie, on a tendance en fait, à brûler la molécule. On va la transformer donc, en matière organique condensée, qu'on connaît bien, avec c'est du graphite désordonné. Enfin, parfois on l'appelle encore du graphite désordonné. Il a ces fameuses bandes de graphite ici vers 1400 cm, moins vers 1600, et puis les bandes de défaut qu'on appelle les bandes D. On reconnaît en fait, voilà, il est très abîmé. Ce qui nous reste simplement, c'est le phosphate. Et puis, quand on fait le même exercice dans l'ultraviolet, on s'aperçoit que même à des intensités de laser très faibles, donc des énergies déposées très faibles, on grille en fait complètement la molécule. Il nous reste simplement deux petits témoins ici de la molécule initiale. Ce que l'on voit principalement, en fait, donc c'est toujours le phosphate qui reste. L'intensité relative, elle se corrèle entre le visible et l'ultraviolet. Mais on voit en fait des bandes que l'on reconnaît dans de la matière organique condensée qui est décrite par ailleurs, c'est les bandes caractéristiques en fait, qu'on a trouvées dans les tholins, qui sont aussi du milieu de surface planétaire. Donc on a mais on ne reconnaît plus du tout, en fait, on serait incapable en fait, de dire qu'on a du DGMP, donc une petite molécule prébiotique dans ce contexte-là. Quand on fait l'exercice similaire, où on a pris en fait, les résultats de nos expériences, donc où on n'a pas 100% de DGMP, de nucléotides, mais on a juste en fait, la fraction de nucléotides qui reste en interaction avec la surface minérale, donc c'est un petit peu solidement fixé, donc c'est celle qui est susceptible de résister au temps s'il y a eu des réactions favorables dans la jeune période martienne. Donc quand on travaille dans le domaine donc, du verre, comme va le faire Supercam, quand on est à basse énergie, on voit bien la chlorite, mais on ne voit pas le DGMP. On augmente, on voit toujours bien la chlorite, mais on ne voit toujours pas le DGMP. Il faut aller jusqu'à des puissances laser et des énergies déposées qui sont relativement élevées pour commencer en fait, à voir la fraction organique. Mais quand on la voit, malheureusement, elle est déjà dégradée. Et quand on fait en fait, l'exercice dans l'ultraviolet, bien, la situation est un peu similaire. Alors ça, on ne l'aura pas sur Mars. La petite étoile, c'est la bande de vibration d'étirement symétrique de l'oxygène. Donc celle-là, elle ne va pas nous déranger à la surface de Mars. Mais on a à nouveau du signal qui est exclusivement en fait, du signal de molécules organiques dégradées. Donc on verra bien en fait
avec des concentrations faibles de nucléotides. On verra bien en fait qu'on a de la matière organique. En travaillant bien, on pourra spéculer un petit peu sur les ratios entre l'oxygène et le carbone, entre l'azote et le carbone. Ça, c'est des choses qu'on saura faire. Mais pour arriver en fait à détecter vraiment la signature moléculaire de ces nucléotides, est-ce que j'ai du GMP, est-ce que c'est des acides aminés, etc. Ça va demander un petit peu de travail. Alors, il faut rester optimiste, ça c'était l'état de l'art, on a commencé à travailler et on arrive maintenant quand même dans certaines conditions, même avec de l'ultraviolet ou du visible, avec des doses raisonnables qui permettent la détection, de commencer en fait à voir certaines de ces molécules, ou en tout cas plus de caractéristiques qu'on ne le voyait à l'heure actuelle. Donc en termes de conclusion, donc je vais, après cette petite digression martienne, en termes de signature, donc si on revient un petit peu sur les conditions pour l'origine de la vie, ça veut dire que probablement on n'a pas, à partir des conditions qu'on a étudiées, on n'a pas un site unique. On a des minéraux qui sont plutôt favorables, donc comme les argiles gonflantes, donc avec possibilité d'absorption et de concentration sur les surfaces latérales et basales, donc sur les bords et sur la table de ces argiles. Que les conditions en fait, dans lesquelles on a le maximum d'absorption, elles sont un peu variables. Donc de façon générale, c'est surtout les pH acides qui vont favoriser ça. Mais en fait, quand même, on a aussi d'autres opportunités dans des situations à pH très alcalin et puis dans des milieux qui sont riches en fer ou en zinc. Et donc ça veut dire en termes de contexte de terre primitive, au-delà du plancher standard, où peut-être ça peut se produire, on est à la fois dans une situation avec ces bas pH, dans des situations en fait, de fumeur noire, et ces pH en fait, relativement élevés, et des riches en fer et en zinc, on va plutôt être en fait dans des sites qui sont actifs en matière de serpentinisation, donc ça va être soit les fumeurs blancs, soit les zones de subduction où on a en fait les modes volcano qui sont riches en serpentine et où les températures seraient tout à fait compatibles avec ce genre de choses. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis j'essaierai de répondre à vos questions.